Bonjour ou rebonjour, c'est pas la thématique la plus fun, mais vraiment j'ai trois amis qui vont venir en parler, donc on va s'éclater. La thématique, c'est quantique et souveraineté. Si vous, eh bien, on va découvrir ce que ça veut dire. Pour parler de ces deux mots, j'ai le plaisir d'accueillir la marraine de Tech Fest, Maud Vinet, cofondatrice et dirigeante de Cobly, Théo Perronin, PDG et cofondateur d'Alice et Bob, et enfin Luc Gaffet, directeur du marché Big Science et Quantique chez Air Liquide. Bienvenue à tous les trois, je suis ravi, ça se voit de vous avoir. Je vous laisse vous asseoir sur les deux canapés. Non, ça c'est ma place. Théo, pardon, ça se passe comme ça ici, c'est mon salon, on est chez moi, je suis content de vous recevoir. Tout à l'heure, j'étais dans les allées, il y a quelqu'un qui m'a dit « je vais venir parce que je ne comprends pas les deux mots qui sont là ». Donc je dis oui parce que ça va être génial, on va un peu se détendre, un peu rigoler avec des choses qui sont pourtant sérieuses. J'ai révisé la physique quantique, on en parle depuis 123 ans et 50 jours. C'est un physicien allemand, Max Planck, qui en a parlé donc en décembre 1900. Mais force est de constater que la thématique, depuis quelques décennies, ou quelques années en tout cas, est sur le devant de la scène, est à la mode dans les médias évidemment, à la mode chez les investisseurs, et même à la mode dans les crèmes de soins anti-âge. Alors si le quantique a peut-être rien à faire dans une crème de soins anti-âge, si l'argument est devenu marketing, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe autour du quantique. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Chine et ça se passe en France. Alors, je les ai présentés rapidement, mais ça se passe en France aussi. La course est engagée, pourquoi? Parce que l'enjeu est gigantesque. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais on peut dire que l'État, l'entreprise qui aujourd'hui va maîtriser le calcul quantique, va s'offrir une avance technologique et un avantage concurrentiel, pour parler comme les économistes, énorme. Donc pour parler de cette thématique et pour dire que l'Europe ne va pas louper le train, les trois invités qui sont là autour de moi, je commence avec toi Théo. Théo Perronin, tu es cofondateur et PDG d'Alice et Bob, donc un spécialiste du calcul quantique. Je vous présente Maud Vinet. Maud Vinet, cofondatrice et dirigeante de Cobly, et à côté d'elle, Luc Gaffet, directeur directeur du marché Big Science et Quantique chez Air Liquide. Air Liquide est là parce qu'on a besoin de froid pour faire du quantique, mais la première question, il y a plein de jeunes avec nous aujourd'hui. Théo ou Maud, vous avez 30 secondes, j'ai un minuteur devant moi, 30 secondes, le calcul quantique. Alors on va déjà commencer par le calcul. Il y a deux mots dans le calcul quantique. Le calcul, c'est ce qui nous permet de calculer. Et aujourd'hui, sans que vous vous rendiez compte, tous les jours, le calcul, il affecte votre vie parce qu'il permet à Google Maps de calculer vos trajectoires. Il permet à Waze de vous dire par où vous allez passer. Il permet d'inventer des nouveaux médicaments. Et aujourd'hui, ce que propose le calcul quantique, c'est de s'appuyer sur la physique quantique qui a été inventée 123 ans. Pour étendre les possibilités du calcul, c'est-à-dire faire des super ordinateurs qui résolvent des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui et qui vont avoir un fort impact dans le futur. Et on en a vécu un exemple lors du Covid avec un vaccin qui est mis sur le marché avec des effets secondaires qu'on n'a pas tellement su prévoir. Mais avec le calcul quantique, on pourrait être capable de calculer des propriétés de molécules et anticiper des effets secondaires, accélérer le temps de mise sur le marché des médicaments. On pourrait, vous l'avez tous vu aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures électriques, on pourrait optimiser dans une démarche d'économie d'énergie, de calculer une meilleure optimisation de la distribution de l'énergie. Et donc, c'est vraiment ce que promet le calcul quantique, c'est de repousser ces frontières de la calculabilité. Et j'ai dépassé 30 secondes. Mais déjà, c'est beaucoup plus clair. Théo, tu es d'accord avec ça? Si tu n'es pas d'accord, je te laisse le dire. Ce que je voulais voir avec toi, peut-être pour commencer, c'est de dire, est-ce qu'on peut un peu se faire du bien? Alors, ça rayonne la tech ici, tout le monde à la banane. Mais est-ce que sur le quantique, on peut se faire du bien, s'auto-congratuler en France et dire que finalement, ici, c'est le bon endroit pour
faire grandir une start-up dans le quantique, la France? Donc oui, je suis d'accord, même si ce n'est que le début. Maintenant, on peut se faire du bien, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire que la course à l'ordinateur quantique, quelque part, elle ne fait que débuter, si on peut même dire qu'elle a vraiment commencé. Ce qui est sûr, c'est que la France a, dans les starting blocks, littéralement, un certain nombre d'acteurs, Kobli, nous et d'autres. Et ça, elle le tient de son héritage en physique fondamentale, sa très grande culture pour les sciences dures, qui était à la base sans espoir de monter des startups derrière. Il se trouve que la course à l'ordinateur quantique exploite ce terreau fertile. Pour autant, ne nous réjouissons pas trop vite, parce que la course va être longue, douloureuse et surtout très gourmande en capitaux. Et c'est là le moment où il va être, peut-être pour le thème d'aujourd'hui, question de se donner les moyens de ses ambitions, de dire comment est-ce qu'on exploite cette opportunité pour garantir que le GAFA de demain, né de la course à l'ordinateur quantique, soit enraciné en France. Luc, je vous oublie pas, mais Maud, juste la prudence de Théo, finalement, tu la partages? Ah ouais, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais peut-être pour remettre en perspective les enjeux, et ça te permettra d'avoir l'explication sur ton deuxième mot. Pourquoi c'est important de travailler sur les technologies du calcul? Parce qu'aujourd'hui, les technologies du calcul, c'est des technologies, on l'a vu, c'est des technologies qui donnent de la puissance. Aujourd'hui, disposer des outils du numérique, c'est des outils qui permettent de se remettre à égalité avec les États-Unis et l'Asie dans les discussions. Tous nos téléphones, ils sont actuellement fabriqués sur les territoires asiatiques parce qu'ils ont des technologies très avancées. Et dans le domaine du calcul quantique, ce que vient de dire Théo, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de gagnant. On n'a pas de gagnant, donc il y a la place pour des nouveaux entrants à prendre cette place et à se positionner du coup, à se remettre en leadership technologique, ramener un leadership technologique en France et en Europe. Et c'est ça tout l'enjeu de ce qui est en train de se produire. Luc, alors l'effervescence, j'allais dire, qu'il y a autour du quantique en France, représentée ici par Théo et Maud. Air Liquide, vous êtes présent sur tous les continents. Un petit point, 30 secondes pareil, un petit point technique. Pourquoi le froid et pourquoi on vous a fait venir? Pourquoi le froid, c'est indispensable pour le quantique? Et deuxième question, du coup, cette effervescence française-là, vous qui êtes présent sur tous les continents du monde, vous la ressentez qu'en France? Elle existe ailleurs? Merci Mathieu. Alors il y a plusieurs questions, donc 30 secondes ça va peut-être être un peu juste. Peut-être pour revenir aux fondamentaux, le calcul quantique c'est quoi? C'est l'utilisation d'un qubit. Un qubit c'est l'unité minimale d'un ordinateur. C'est comparable au transistor dans les calculs classiques. Et il se trouve que des qubits, c'est des bêtes qui aiment bien le froid. Il y a une dizaine de types de qubits. On a ici... Dans le zoo, deux types de qubits différents, les qubits de chat avec Alice and Bob ou les qubits de spin avec Kobli. C'est des qubits qui travaillent proche du zéro absolu, c'est-à-dire à des températures de moins de 270 degrés, 272 degrés même, pour être plus précis. Et cette température permet de gagner la stabilité de ce qubit qui a un aspect physique très instable. Donc le rôle d'Air Liquide, il est assez logique et il répond aussi à la question sur la notion de territoire. Air Liquide est présent à Grenoble depuis 1962. On est arrivé ici en même temps que le CEA et que le CNRS, notamment pour constituer un pôle autour de la cryogénie, à savoir les très basses températures. Et donc, logiquement, l'aventure du quantique a été pour nous une extension du travail sur les basses températures pour pouvoir accompagner les startups ou les grands groupes sur ces montées à l'échelle de la technologie. Alors, juste peut-être pour comprendre quel est notre rôle de façon très imagée et très simple, autant Théo et Maud font des ordinateurs quantiques, ils vont faire le moteur en fait qui va faire les calculs. Nous, on va plutôt s'attacher à fournir l'environnement, à savoir la carrosserie et le carburant pour faire tourner ces machines.
Voilà, c'était un peu plus long, désolé. C'était un peu plus long, mais il y avait deux questions. C'est l'effervescence qu'il y a ici. Vous la voyez quand vous voyagez à travers le monde. Vous sentez une effervescence autour du quantique aux États-Unis, en Asie? Alors, clairement, on a la chance d'avoir une position très forte en tant que société française. Air Liquide est une société dont le siège est à Paris. On est coté au CAC 40 et on est un leader des très basses températures, ce qui nous permet d'avoir un rayonnement qui est international et qu'on soit en France, dans l'écosystème très local de Grenoble ou sur le plateau de Saclay, voire à l'étranger, on sent une forte appétence pour ces technologies et ce besoin d'accompagner en maturation ces entreprises. La question de la souveraineté, Maud, tu l'évoquais. Alors, on a Air Liquide est leader sur son marché, peut-être sur plusieurs d'ailleurs, mais est leader mondial. Donc, vous avez cette expérience. Vous savez que c'est important quand même d'être leader mondial sur un secteur. Et vous travaillez, vous discutez déjà avec des startups comme Kobli ou comme Alice et Bob? Oui, on a des réalisations en commun, localement ou avec d'autres startups. Pour nous, la question de souveraineté, c'est asseoir le développement d'Air Liquide, qui est une société française, sur ces technologies critiques. Un autre axe, par exemple, est le développement de propriété intellectuelle, à savoir, par exemple, développer des brevets. On a sur le quantique plus de 13 familles de brevets, ça représente à peu près 60 brevets sur la nature. C'est une autre façon d'exprimer la problématique de la souveraineté. Et sur la souveraineté, alors je crois que c'est toi, Théo, qui parlais des GAFAM. Oui, le prochain GAFAM du quantique peut être... est-ce qu'il d'abord il doit être français ou est-ce qu'il doit être européen? Alors, à titre personnel, je considère que la course de l'ordinateur quantique, c'est une course qui se passe à l'échelle européenne, simplement au vu de l'ampleur de la tâche qui se dresse devant nous. Il ne faut pas se méprendre, hein, c'est-à-dire que construire un ordinateur quantique, c'est autrement plus difficile que de construire une fusée, dans le sens où on connaît très bien comment construire une fusée. On n'a pas encore la bonne réponse sur comment construire un ordinateur quantique qui fonctionne. Personne ne l'a fait aujourd'hui. Il y a des bons prototypes qui avancent dans cette direction-là, mais aucun n'est à un niveau de performance satisfaisant pour permettre ces cas d'usage que mentionnait Maud, qui sont révolutionnaires potentiellement, une fois la machine aboutie. Maintenant, le sujet pour créer ce leader, c'est un sujet de rassembler les deux principaux ingrédients nécessaires pour créer ça. Le premier, c'est les talents, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie rareté des cerveaux, des physiciens, des ingénieurs qui ont grandi dans ce domaine-là, ça doit considérer au total être quelques milliers de personnes dans le monde, et donc on se dispute entre les GAFA et nous. Et ça, sur les talents, on s'en sort plutôt très bien. Donc ça, c'est un vrai atout. Et le second élément, c'est qu'avoir des idées, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir du pétrole aussi. Et là, c'est là où il y a un vrai enjeu. Du pétrole, c'est de l'argent. C'est du cash. Voilà. Il y a un vrai enjeu de se dire, c'est pas tout d'avoir l'idée de dessiner la machine sur le papier. Hein. On peut dessiner une fusée à 5 dans son garage, mais si on veut la construire, si on veut aller au bout du projet, il faut des centaines d'ingénieurs et des centaines de millions d'euros. Et c'est de ça dont il s'agit pour l'ordinateur quantique. Oui, Maud. Ouais, moi, je vais continuer. Ça prend des talents, de l'argent et ça prend un écosystème. Et c'est là où on est fiers d'être grenoblois, en tout cas en ce qui concerne Kobli. Et c'est là où, pour reprendre l'analogie de Luc, construire une voiture... Alors, on sait construire une voiture, donc à la nuance près que là, on ne sait pas construire un ordinateur quantique. Mais on reprend la comparaison et l'analogie de Luc. Construire une voiture et construire son moteur, ça se fait ensemble. Et on va dimensionner le moteur pour la carrosserie de la voiture pour le moteur. Et ça prend des discussions, c'est difficile, c'est de l'optimisation. Et ça se fait avec toutes les parties du système qu'on cherche à construire. Et on a la chance d'avoir le centre de R&D de Air Liquide qui est situé à Grenoble. On a de la chance d'avoir dans notre écosystème des grandes boîtes de la microélectronique qui savent ce que c'est que construire des machines qui font du calcul. On a ST, on a Soitec, on a des boîtes qui font aussi des connecteurs pour les applications à forte fréquence comme Radial. Et ça fait des années qu'on se côtoie au travers des recherches de développement, des projets de recherche de développement technologique qu'on fait. Et là, on arrive
en regardant tout cet écosystème, à se dire, on a le potentiel de la construire, cette fusée, voiture, enfin on dira ce qu'on veut, mais parce que chacun d'entre nous, on peut apporter une petite brique à l'édifice et on a besoin de toutes les compétences pour aller construire ce système. Et donc l'écosystème, voilà, je redis, la force de l'écosystème, ça se rajoute au talent et à l'argent dont il y a besoin. Au-delà de l'argent, de l'écosystème, est-ce qu'il faut un petit coup de pouce des pouvoirs publics? Est-ce qu'il faut un petit coup de pouce des grands leaders mondiaux pour que les startups... tu voulais réagir? Ouais, il n'y a pas d'astuce. SpaceX ne serait jamais né sans la commande publique américaine. Et continue à être biberonné aujourd'hui à base de commandes publiques. Pour la course à l'ordinateur quantique, la responsabilité étatique est la même. C'est de dire qu'il faut motiver les financiers à dérisquer le projet dans les bonnes proportions afin de répondre à la question de la souveraineté. Parce que l'ordinateur quantique, effectivement, a des promesses très fortes de cas d'usage industriel, de la médecine, à l'ingénierie, à l'intelligence artificielle. C'est aussi une machine à casser les codes. Et donc, c'est une machine duale qui intéresse également tous les services de renseignement du monde. Et si l'Europe veut ne pas, encore une fois, être le dindon de la farce sur cette scène-là, charge à elle de faire, comme elle a fait pour les supercalculateurs, pour les calculs de la bombe atomique, faire émerger ces acteurs industriels en passant des commandes préalablement. Et là-dessus, on a encouragé l'État à faire émerger un tel programme. On espère des annonces le 6 mars. Mais il ne faudra pas se méprendre. Ce n'est pas un ticket de quelques centaines de millions d'euros. Ce sera plutôt un ticket de la catégorie du milliard, si on veut être cohérent avec l'ampleur de la tâche. Vous, chez Air Liquide, vous regardez ça en mettant des billes un peu partout, en aidant tout le monde, ou vous aidez un peu plus les Français quand même? Alors, je rappelle, on est basé en France. On a notre centre de recherche principal à Paris, notre centre de développement de technologie à Grenoble, et donc on est très ancré dans le territoire local. Et on est une société française. Après, on est présent dans 80 pays, et donc notre terrain de jeu, il est mondial. Sur la question de la souveraineté, moi je pense qu'il faut élargir le débat. On fait de la tech, on développe de la technologie, de la science. La science, c'est l'un des seuls domaines développés par l'humanité qui, plus on le partage, plus se développe. Ça suppose de diffuser du savoir, de le partager, etc. Et c'est plutôt dans cette vision-là que j'envisage la souveraineté, en disant prenons des positions fortes grâce à des partenariats astucieux à l'échelle locale ou à l'échelle internationale. Maud, ça vous fait réagir? Ça te fait réagir même? Ouais, parce qu'on en a discuté avec Luc de ce que ça voulait dire pour nous, la souveraineté. Il ne faudrait pas se méprendre. La souveraineté, ça ne veut pas dire bosser tout seul avec les Français. En fait, elle est multifacette, cette souveraineté. Vous avez compris l'enjeu. Aujourd'hui, on veut un leader technologique en France, en Europe, parce que ça nous remet au même niveau que les Asiatiques et les Américains dans le domaine du numérique. Mais après, pour faire ça, on va aller bosser avec les meilleurs. Et donc, on en revient à cette notion d'écosystème, connaître l'écosystème, identifier nos forces. Et donc, une souveraineté, ça se joue sur protéger nos forces, aller chercher des complémentarités chez les gens qui vont être les meilleurs et mettre en place les partenariats qui vont faire qu'ensemble, on va aller se mettre sur le devant de la scène. Alors, je suis ravi de vous avoir tous les trois, mais sur le calcul quantique, j'ai potentiellement 2 des GAFAM qui sont là. Il y a une techno qui va l'emporter sur l'autre. Il va y avoir 2 technos. Vous allez à un moment faire fusionner vos technos ou dans Tech and Fest 10, il faudra vous recevoir chacun d'un côté parce que ça sera la guerre entre vous. Alors, on sera là pour créer le trait du lion entre les deux, je pense. Parce qu'on a la chance de pouvoir se positionner en fait à cheval entre les différentes technologies. Théo a besoin de molécules très spécifiques, comme l'hélium-3, un isotope extrêmement rare. Maud en a besoin un peu, mais elle a aussi besoin d'une autre molécule. Et donc, on arrivera à faire parler les 2 entités, je pense. Et puis aujourd'hui, Mathieu, je pense qu'il n'y a pas une industrie où il y a un monopole et un seul gagnant. Et il y a du coup de la place pour plusieurs acteurs d'une part.
parce que le marché sera important. Et ensuite, suivant le type de machine qu'on construit, on n'adresse pas nécessairement les mêmes applications. Et donc, aujourd'hui, on a deux approches qui sont assez fondamentalement différentes. Moi, je vais parler de la mienne, puis je te laisse commenter les chats. Au niveau du choix qu'on a fait sur Cobly, que vous allez complètement vous approprier en étant grenoblois, c'est que la question qu'on s'est posée, c'est nous, on veut construire une machine qui va adresser les applications dont je vous ai parlé au départ. Pour faire cette machine, il faut beaucoup de bits quantiques. Quelle que soit la qualité des bits quantiques qu'on va fabriquer, il en faudra de toute façon beaucoup. Quand on parle de beaucoup, on parle de millions, voire de milliards. Donc ça, c'est d'un côté. C'est l'objectif, c'est celui-ci vers lequel on veut aller. Et là, il y a deux méthodes d'y aller. Soit on choisit une techno qui sait déjà le faire. Et vous savez peut-être pas, mais dans votre poche, vous avez tous 25 milliards de transistors qui permettent à votre téléphone d'assurer toutes les fonctions qu'il peut faire actuellement. Et le transistor, il est fait avec un matériau qui s'appelle le silicium. Et donc de l'autre côté, le silicium, il fait des bons bits quantiques. Et du coup, on a d'un côté le silicium, de l'autre côté l'industrie de la microélectronique qui fabrique des milliards de transistors à base de silicium. Et là, on se dit, si on arrive à transformer un transistor en bits quantiques, on a un bon ingrédient de départ. Et ça, c'est la première mondiale qu'on a faite en 2016, où on a transformé un transistor de la microélectronique qui est fabriqué chez nos collègues de ST Microelectronics avec les substrats qui sont fabriqués chez Soitec. Et Air Liquide. Air Liquide vient mettre le petit ingrédient magique dans ses substrats. Et la trajectoire de Cobly, c'est de reproduire cette preuve de concept qui a été faite au CEA et de le transporter sur des chaînes de fabrication de semi-conducteurs pour le porter à l'échelle du milliard avec les technologies de la microélectronique. Donc vous appuyez aussi sur des ressources industrielles qui sont déjà là et pour lesquelles des milliards d'euros ont déjà été investis. Exactement. Alors Maud, toi tu parles de téléphone, on connaît tous. Théo, face à ça, lui, il nous parle de chat. Ouais, le chat c'est mignon. Non, effectivement, l'angle qu'on a pris chez Alice et Bob, c'est celui de la plateforme technologique la plus suivie pour construire l'ordinateur quantique, qui sont les circuits supraconducteurs, où on va retrouver Google, IBM, pour en nommer quelques-uns. Mais un nouveau type de bits quantiques supra, qui sont les qubits de chat. C'est pas pour faire un jeu de mots, c'est leur nom formel, parce que ce sont des états de chat de Schrödinger qu'on va utiliser. Et ces qubits de chat, ce qu'ils ont de spécifique, c'est qu'ils sont capables tout seuls de corriger une partie des erreurs dont souffrent les bits quantiques. Et donc leur grand intérêt, c'est de réduire dramatiquement le nombre de bits quantiques nécessaires pour construire la machine complète. On a prouvé, avec notre dernière architecture qu'on a publiée il y a une dizaine de jours, qu'on avait besoin de 200 fois moins de bits quantiques qu'avec les approches traditionnelles, c'est-à-dire une machine 200 fois plus simple, 200 fois moins chère potentiellement. Et notre approche est reprise par Amazon, par exemple, un petit compétiteur de taille. Mais aujourd'hui, l'ensemble de ces GAFA, pour revenir à ta question de départ, ça reste des équipes de taille raisonnable. C'est entre 100 et 300 personnes. Ils sont avec des scientifiques de très bon niveau. Mais si on se parle franchement, ils sont prenables. Le sujet, c'est qu'à la fin de la journée, ça risque de ne pas être une question technologique. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à entendre en France, que le meilleur ne sera pas nécessairement celui avec la plus belle techno ou le raisonnement le mieux ficelé. Quoi, c'est celui qui va le mettre le premier sur le marché ? Ça reste un sujet de dynamique commerciale et d'arriver à amener les bons partenaires économiques, de distribution, de financement, la bonne dynamique, le bon timing de mise sur le marché pour ensuite concentrer tous les capitaux. Parce que dès lors qu'une machine commence à fonctionner, cette plateforme-là va concentrer une bonne partie des investissements, ce qui va, alors même que d'autres idées plus prometteuses pouvaient être en lice, leur complexifier énormément la tâche. Donc pour répondre à ta question, je crains malheureusement qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur, en tout cas sur la partie calcul. Après, l'ordinateur quantique, il y a des questions de comment on va les connecter entre eux, comment est-ce qu'on va faire des mémoires de longue durée, ce qui sont autant d'options de recycler
les alternatives. Luc, on sent quand même entre eux une petite compétition qui s'est engagée, non, hein? Donc dans 10 ans, il faudra bien être avec moi pour être au milieu peut-être. C'est clair. Alors nous, on ne va pas rentrer dans le jeu de cette compétition. On est technologiquement agnostique sur le quantique parce qu'on n'a pas d'avis à donner. Je ne sais pas comment fonctionne un qubit de chat ou un qubit de spin. Par contre, j'ai intérêt à travailler sur l'ensemble des technologies pour pouvoir avoir le bon cheval dans le portefeuille à terme. Mais attends, compétition, oui, mais en même temps, la vraie compétition, elle n'est pas là. Enfin, en France, on a Pascal, Candela, Kobli, Alice et Bob, C12, chacun sur une plateforme techno différente. Mais la vraie compétition, elle est outre-Atlantique. Et c'est là-bas que ça se passe. C'est eux qui mènent la danse. Donc souveraineté, oui, peut-être, mais il ne faut pas se méprendre sur le fait que la partie ne se joue pas ici. La partie, elle se joue à l'échelle mondiale, parce qu'à la fin de la journée, le produit, ce n'est pas un produit régional, ce n'est pas un produit local. La puissance de calcul, c'est un produit global qu'on accède par le cloud. Maud, tu souris? Tu veux rester française quand même ou Non, si non, les Américains, non, mais si les non, Américains alors- débarquent demain avec un gros chèque, vous faites quoi tous les deux? L'ambition aujourd'hui pour Kobli, elle est claire. C'est de devenir le Nvidia du quantique. Donc là, on est dans un salon tech, donc je peux faire l'analogie Nvidia, les GPU et la révolution de l'intelligence artificielle, d'incarner tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Et c'est ça que cherche à faire Kobli. Nvidia, pour la petite histoire, ils ont commencé à fondre leur puce à Grenoble. Donc on suit une trajectoire. Et Nvidia aujourd'hui, c'est un géant mondial qui a énormément de parts de marché sur le GPU. Ça ne veut pas dire qu'ils se reposent sur leur laurier, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres gens, qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui fournissent des GPU. Ils ont moins de parts de marché dans l'intelligence artificielle, mais la compétition est toujours là avec Nvidia. Et donc on parle vraiment de prendre un leadership mondial, de se positionner sur un échiquier où la compétition, c'est le monde. Et nos racines françaises, elles sont là. Nos centres de R&D, ils sont en France, mais on va effectivement aller vendre partout pour devenir une entreprise mondiale. Et pour faire ça, je rejoins complètement Théo, il y a besoin de construire un écosystème. Et aujourd'hui, construire un écosystème, quand on fait une technologie de calcul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui sachent utiliser vos machines. Parce qu'aujourd'hui, si on délivre 1 million de qubits, ou si on délivre 1000 qubits parfaits, il n'y a personne qui sait ce qu'il va en faire. On a le potentiel, mais on n'a pas les langages qui permettent de programmer, on n'a pas les applications qui permettent d'utiliser nos qubits. Et tout cet écosystème et ce dynamisme, ça permet en même temps à la communauté logicielle de se développer et aux utilisateurs de s'acculturer les problématiques de ce qu'ils vont pouvoir faire dans le calcul quantique. Donc actuellement, c'est ça qui est en train de se jouer et c'est pour ça qu'il y a plusieurs acteurs et c'est pour ça qu'il y aura sans doute de la consolidation, mais aujourd'hui, on en est à faire vivre un écosystème. Je retente ma question, si les Américains débarquent avec un gros chèque, vous faites quoi tous les deux? Ça dépend. Un chèque, pourquoi? Parce que pour nous racheter, par exemple, la question, elle commence même pas par nous, elle commence par Bercy. Le quantique, c'est un actif stratégique qui est soumis au contrôle aux investissements étrangers. Et en tant que citoyen, je suis absolument ravi que ce mécanisme existe. En tant que start-upper, ça rend ma vie assez difficile pour lever des fonds parce que avant même d'investir, un fonds doit penser à comment est-ce qu'il va sortir. Lui-même doit rendre l'argent à ses investisseurs à lui. Et cette question du contrôle des investissements étrangers fait que ça limite considérablement les opportunités dites d'exit, c'est-à-dire de liquidité pour un investisseur. Donc même le sujet est à la mode, pardon, je te coupe, même si le sujet est à la mode, l'argent ne tombe pas dans le quantique d'une manière infinie. Non, c'est sûr. Et mon point, c'est de dire, très bien, donc si je veux être racheté, comme une bonne partie des startups, ça fait partie du business model, ça veut dire que je dois trouver un acteur européen capable de me racheter. Et là, je fais un petit tour d'horizon, je vois qu'il n'y a pas grand monde qui soit à la bonne taille, soit dans le bon secteur, pour pas dire qu'il n'y a absolument personne capable de nous racheter en Europe. Donc ça veut dire que je n'ai qu'une seule issue possible, c'est l'entrée en bourse. Donc c'est un sujet pas absolument trivial, hein, comment est-ce qu'on monte une start-up comme ça. Maintenant, si un
si un gros fonds US veut venir investir chez nous dans notre startup, à ce moment-là, bien sûr qu'il faut prendre. Bien évidemment, il n'y a pas de meilleur combo que des cerveaux français financés par des investisseurs américains. On parle finance, je préférerais pas qu'on termine par parler d'argent, mais par parler des talents. Il y a plein de jeunes qui sont là aujourd'hui. Maud, tu parles de l'écosystème depuis tout à l'heure. Pour savoir ce qu'on va faire du calcul quantique, avant pour le faire, mais pour savoir ce qu'on va faire après, il faut des ingénieurs, il faut donner envie de faire de la science. Alors, comment on fait ça aujourd'hui c'est pas facile. Voilà, il y a Tech Fest, mais il n'y a pas que nous. Mais c'est une vraie question pour vous et comme pour Air Liquide d'ailleurs, d'arriver à attirer des talents, des gens qui ont la bonne formation, qui ont les bonnes compétences. Alors là, je m'adresse très directement à l'assistance. Je vous invite à passer sur notre stand qui est à l'entrée du hall. On a pas mal de vidéos, de réalité virtuelle, etc. qui peuvent vous présenter ce qu'on fait sur Grenoble et ailleurs sur la planète et vous donner envie de participer à ce développement technologique, au développement de la connaissance scientifique et à la passion qui nous anime tous, localement mais internationalement aussi. Maud, c'est un sujet, le recrutement chez Quobly, de trouver les bonnes personnes? Ah, bien sûr. Aujourd'hui, comme l'a dit Théo, ce qui nous fait vivre, c'est les talents. Je pense que Luc résume ce qui nous anime et vous avez toute l'équipe qui est au fond à gauche. Ce qu'anime l'équipe, c'est la passion et ce qui est beau à voir. Et ce qui arrive rarement quand même dans les métiers que j'ai vécu avant, c'est qu'on a dans l'équipe une pluridisciplinarité incroyable. On a de la diversité dans les expériences qui sont très diverses. Donc pluridisciplinarité, ça va du monde de la microélectronique. Il faut que tu oublies personne. Je les vois tous. Au monde du logiciel, au monde de l'instrumentation, au monde de la physique. Il en manque un, c'est bon. On a des gens qui ont plus de background en mathématiques. Et ce qui est fort, c'est que tous les jours, on apprend. Donc, je vous ai parlé de pluridisciplinarité. On a aussi, et Théo l'a souligné, on est pluriculturel, au sens aujourd'hui où l'ordinateur quantique, ça reste un problème scientifique. Et donc, on a des partenariats avec les laboratoires de recherche que sont le CEA et le CNRS, qui sont traditionnellement plus sur des temps longs. Alors que nous, en start-up, là, vous l'avez compris, on fait la course. Et donc, on est sur des constantes de temps qui sont différentes. Et donc, il y a toute une réflexion à l'intérieur des entreprises sur comment faire que l'alchimie prenne entre ces différentes compétences et ces différentes cultures. Et c'est ça qu'on vit au jour le jour. Et je pense qu'il n'y a pas un soir sans que l'un d'entre nous se dise « c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre ». Théo, tu t'endors pareil en te disant « c'est incroyable ». On a de quoi s'occuper le soir, ça c'est sûr. Et non, plus sérieusement, le recrutement, vous n'êtes pas basé à Grenoble, vous Paris, c'est ça? Ça arrive à des gens très bien. Ça arrive à des gens très bien, Paris. Alors dans cette belle ville quand même, je plaisante, à Paris, vous avez les mêmes problématiques que Maud. Pour recruter, c'est problématique pour trouver les bonnes personnes? Je ne vais pas dire que c'est une problématique, c'est un enjeu central. Et tout l'enjeu, c'est de conserver le même niveau d'excellence. Et donc, on est assez tatillon. On va avoir un process de recrutement assez long. Aujourd'hui, on est 80. On a une vingtaine de postes ouverts qui vont du machine learning au maths fonda en passant par la nanofabrication, l'électronique, et des postes tu peux pas, organisationnels. Il n'y a pas de ton équipe en face, tu peux pas savoir. mais effectivement, ce qui est rigolo comme disait Maud, dans la course à l'ordinateur quantique, c'est qu'on construit une bécane et donc il y a des problématiques très différentes qui touchent à des corps de métiers très, très différents. Donc il y en a pour tout le monde dedans. Alors, j'ai peut-être oublié un corps de métier qui est vraiment présent sur Grenoble. On a beaucoup de concepteurs de circuits aussi. On a besoin de concepteurs de circuits, que ça aille du circuit digital au circuit RF. Et je pense que ça, c'était important de le dire parce qu'on est au cœur de la microélectronique à Grenoble. Et c'est des métiers qui sont vraiment importants dans la réussite. Et on n'y pense pas directement.
Et comme vient de le dire Théo, aujourd'hui, on construit un système et on a besoin de plein de compétences pour le mettre en œuvre. Les ingés micro-ondes, c'est un enfer à trouver. Je termine presque. Et la question n'est pas que pour Maud, mais tu parlais d'interdisciplinarité, de richesse de l'échange, et on parle de ça depuis 2 jours. La place des jeunes filles dans la science aussi, il faut leur dire, ça apporte quelque chose. Alors Maud va dire oui, mais Théo peut-être du coup, ça apporte quelque chose d'avoir... Théo va dire non. Mais d'avoir une équipe... On est en compétition, vous êtes en compétition, ouais. Non, mais c'est important d'avoir une équipe avec des gens qui viennent d'univers différents, peut-être même de pays différents, qui ont une manière de penser qui est différente. Quand on invente quelque chose, on sait ce qu'on va en faire, mais pas forcément comment. Ce qui est très douloureux pour nous, c'est qu'on arrive en bout de chaîne alimentaire de la formation scientifique. On arrive même après le doctorat, plutôt au niveau post-doc. Et en sciences fondamentales, j'apprends rien à personne en disant qu'il y a une asymétrie entre les genres extrêmement forte, qu'on hérite, contre laquelle on combat, mais en même temps on est une boîte française, on ne met pas de quotas, on recrute sur l'excellence. Mais ça veut dire qu'on a notre part de responsabilité dans le fait de faire un peu de médiation autour sur l'intérêt, sur l'ensemble des sujets et des compétences dont on a besoin. Et peut-être à la différence de la science fondamentale académique, du caractère considérablement moins solitaire de l'aventure. On a besoin de constituer des équipes avec une cohésion extrêmement forte, un dynamisme très grand. Et pour ça, on a besoin d'une diversité. Parce que la course est très belle qui s'annonce. On a déjà dépassé le temps, on nous avait rajouté 5 minutes en plus. En un mot chacun, vous retenez quoi là de cet échange entre vous, de la discussion qu'on a eue? Luc? Moi, je retiendrai 2 éléments. Hein. La notion de collaboration liée à cette Dream Team qui existe en France autour du quantique, qui s'exprime régulièrement dans des congrès. Et l'autre élément, c'est qu'on est à la disposition de ces équipes pour les accompagner et les aider dans leur développement technique. On ne construit pas d'ordinateur quantique. On fournit des molécules, on fournit le froid qui permettent à ces ordinateurs de s'exprimer. Et c'est notre rôle. Théo, en un mot? Je retiendrai ce que tu as dit. Paris est une très belle ville. Hormis ça, l'opportunité. Pour moi, c'est l'opportunité qu'on transpire aujourd'hui. En un mot? En fait, moi j'ai vu l'audience se remplir et je pense que vous avez compris, on est sur une aventure et il y a probablement un moyen de participer à l'aventure et donc on recrute. Merci beaucoup Luc, merci Théo, merci Maud. Moi j'ai retenu que dans 10 ans, je vous retrouve tous les deux et qu'avec Luc, on fait les arbitres. Un grand merci. Je te laisse la place.